Syrie. Mais ici, je ne peux pas compléter parce que c'est très difficile pour la langue. Et maintenant, j'ai un travail. Quel travail vous avez? Un restaurant. Ah, vous travaillez dans un restaurant? Oui, j'ai un contrat CDI. C'est bien, je pense, pour la première fois en France. Oui. C'est tout. Alors, vous attendez d'apprendre davantage le français pour pouvoir refaire des études de psychologie ou... Oui, mais c'est très difficile. C'est difficile à cause de la langue? C'est difficile pour la langue. Oui. Parce que c'est la langue, c'est pas difficile, mais en psychologie, c'est difficile et ma langue. C'est une nouvelle langue. Vous aviez quel niveau d'études? Troisième année de psychologie. Aziz est réfugié politique syrien. Il vit en France depuis près d'1 an et demi, après avoir traversé la Turquie puis la Grèce. Il travaille désormais comme serveur à Bordeaux et vit avec le regret d'avoir abandonné ses études de psychologie. Chaque semaine, Aziz se rend dans les locaux de l'association Syrie Démocratie 33 pour apprendre le français. Nous avons rendez-vous avec son porte-parole, Nawaf. Bonjour Nawaf, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel but cette association a été créée? Cette association a été fondée par des franco-syriens à Bordeaux pour, premièrement, soutenir le peuple syrien dans son conquête pour la démocratie contre le régime dictatorial en Syrie qui est installé là-bas depuis plus que 40 ans. La deuxième chose, c'est que travailler avec les associations de droits de l'homme pour soutenir ce peuple, parce que la cause syrienne, si on peut dire ça, c'est une cause de droits de l'homme, c'est un droit du peuple syrien pour gagner sa liberté, sa dignité. La deuxième chose, depuis qu'une masse de réfugiés syriens est arrivée en Europe et particulièrement en France, l'association a commencé à travailler dans le domaine humain pour soutenir ces réfugiés, l'accueillir, l'accompagner dans leurs démarches administratives, dans leurs problèmes de logement, dans leur parcours médical, parce qu'on avait beaucoup de gens blessés suite au bombardement en Syrie, de travailler avec d'autres associations aussi, de soutenir ces réfugiés sur le plan psychologique et assurer leur collision avec la société française. Par exemple, faire des cours de français pour qu'ils puissent se réfugier, commencer peu à peu, d'avoir les outils nécessaires pour travailler en France, pour jouer un rôle en France, pour gagner leur dignité et assumer leurs tâches étant réfugiés, mais aussi étant de nouveaux citoyens dans une société différente. Alors, l'association accueille combien de Syriens actuellement ? Il accompagne beaucoup de Syriens. Je n'ai pas de chiffres parce qu'il n'y a pas de chiffres officiels sur le nombre de réfugiés actuellement en Aquitaine. On peut estimer qu'il y a 2400 réfugiés en Aquitaine. L'association, elle possède 1300 dossiers concernant des Syriens directement dans un domaine ou dans un autre. Donc on connaît pratiquement tous les réfugiés. Il y a des réfugiés qu'on a suivis et qu'ils ont fait appel à nous. Il y a d'autres réfugiés qu'on le connaît sans qu'on peut dire qu'on a apporté une aide directe à ces réfugiés. Ils sont de nombre très minime, mais c'est la réalité. Mais on touche d'une façon ou d'autre la majorité des réfugiés en Aquitaine.
Et apparemment, l'État ou le gouvernement ou les pouvoirs publics semblent compter énormément sur le bénévolat et sur cette association pour permettre aux Syriens de s'intégrer dans la société française. Est-ce que je me trompe ou pas ? Et c'est le cas en France. Sans les associations, la France, je ne sais pas comment elle devient. Il y a l'État, il y a les collectivités locales, mais il y a aussi les associations. Dans le domaine des réfugiés, dans d'autres domaines aussi. Donc le rôle des associations, ça va de soi. Quand l'État ou les collectivités locales ou l'administration en général, elles ne puissent pas faire tout pour le réfugié. Donc les associations, elles jouent un rôle considérable dans ce domaine. L'État compte sur nous, sûrement parce que l'État elle est consciente parfois que les inconvénients qu'il porte le rapport entre une administration et un problème est là de orientation humaine, c'est pas seulement technique. Donc l'État, nous on peut dire quand l'État il est impuissant ou les collectivités locales ou les organismes qui gèrent l'affaire de réfugiés qui montrent ces impuissances, les associations, parmi ces associations la nôtre, qui essayent de boucher le trou, si on peut dire comme ça, d'apporter ce qu'il peut pour le réfugié. Alors, le mot impuissance, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'aide publique pour permettre aujourd'hui l'intégration des Syriens, qui sont pour la plupart des réfugiés politiques. Il faudrait qu'il y ait des aides supplémentaires. Est-ce que malgré tout, les pouvoirs publics, en offrant un local, aident quand même, ne serait-ce que des gens... Est-ce qu'il y a des financements ? Vous recevez des financements, vous, de la part des pouvoirs publics ou pas du tout ? Pour répondre à la dernière question, nous, on ne reçoit pas un sou de l'État, ni de l'État, ni de la collectivité locale. On vit avec ses propres moyens, nos propres moyens. On vit sur le don de volontaires, on dit sur une somme d'adhésion, que tous les adhérents ils payent une somme, même parfois symbolique. On fait quelques activités qui peuvent apporter un peu d'argent pour pouvoir gérer nos affaires. Et c'est ça le rôle de volontaire. Notre association, c'est une association non lucrative de 1901, connue par l'État. Elle a son numéro de l'ANSEE, mais elle n'est pas subventionnée. Les volontaires que j'ai croisés, certains sont syriens, d'autres ne le sont pas, certains sont français et participent en donnant des cours ou en proposant divers services. Je voulais juste revenir sur le mot d'impuissance. Est-ce qu'on peut considérer que l'État français ne fait pas tout ce qu'il faudrait pour permettre aux Syriens d'être accueillis en France ? Il faut être clair dans ce domaine. La France, elle n'était pas préparée à accueillir ce nombre de réfugiés. Sur le plan technique, sur le plan logistique, la France était surprise, si vous voulez, par le nombre de réfugiés arrivant en Europe. Donc il y a deux facteurs objectifs concernant l'État français. Il y a le budget, bien sûr. Il y a d'autres choses, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de travail, parce que la France, elle n'était pas, depuis longtemps, qu'elle n'était pas préparée à accueillir ces nombres importants de réfugiés. Donc, le problème, elle devient aussi, il y a une orientation. Par exemple, il y a une orientation, on peut dire parfois, des dirigeants vers le problème de réfugiés, des étrangers, tout ça. Il y a parfois des lobbies politiques. Il joue un rôle d'une façon ou d'autre dans le problème des réfugiés. Donc, nous, on est conscients de tous ces données de problèmes. Et même nous, avec d'autres associations, on a publié un livre noir montrant le déficit concernant l'État central, concernant les collectivités locales,
concernant les organismes qui gèrent le problème des réfugiés, il y a un déficit. Alors, est-ce que l'État français a traîné un peu des cas de fer pour accueillir les Syriens ? Quel jugement portez-vous sur la politique française qui a été menée à l'égard des réfugiés syriens ? Au départ, la France, elle a accepté, elle a donné un chiffre. C'est l'ancien président de la République qui a donné ce chiffre que la France, elle va accueillir 30 000 réfugiés syriens. Il a donné ce chiffre. En réalité, on ne sait pas exactement combien il y a de réfugiés en Syrie, parce qu'il n'y a pas de statistiques claires. Mais peut-être les 30 000 sont là, au moins. Moi, j'estime qu'ils sont à peu près 24 000 en France entière. Donc, on est loin de promesses de 30 000. Et aussi, il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus avec leurs propres moyens, après avoir obtenu un visa des ambassades, du consulat de France de partout, autour de la Syrie, en Turquie, en Irak, au Liban, en Jordanie, dans les camps. Il y a aussi le travail des organismes humanitaires sur le terrain là-bas, qui ont joué un rôle considérable pour faciliter l'arrivée des réfugiés en France. Et, si vous voulez, si on va faire une critique globale, oui, il y a un déficit. Le déficit, parfois, il est plus ou moins conditionné par la situation politique en France. Il y a l'extrême droite, il est contre les réfugiés, contre les étrangers, contre le truc. L'État aussi, il vient ici parce qu'il y a les élections aussi. On va prendre en considération plusieurs facteurs qui amènent un dirigeant d'orienter vers là ou vers autre chose. Donc, il est clair. Je pense elle est partout, comme on le regarde maintenant, l'arrivée de droite dans plusieurs pays en Europe sur le slogan anti-étrangers, anti-réfugiés. On le voit ça en Italie, on le voit ça en Allemagne, on le voit ailleurs. Hein. Dans l'ensemble, les Syriens, est-ce que vous avez des retours là, des 2400, peut-être pas, mais enfin en tout cas qui sont dans la région bordelaise? Et comment ils vivent en France? Moi, je peux dire, franchement, le bilan est globalement positif. Pourquoi? Parce que le réfugié, il vient ici, il met longtemps pour s'installer, pour se stabiliser. Il met longtemps, mais je peux dire que si je prends statistiquement parlant, en prenant en considération le nombre de réfugiés qui sont venus ici, la situation elle est meilleure. Maintenant, il y a 2 ans ou 3 ans, leur situation personnelle. Parce qu'ils commencent, donc ils ont appris la langue française, ils sont plus ou moins logés comme il faut. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes sur le logement, le choix de logement, etc. Mais on peut dire, je peux vous dire, je suis optimiste, c'est que la situation de ces gens, de réfugiés, est globalement améliorée. Et je peux dire pourquoi, parce qu'il y a des indices. Par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui sont rentrés à l'université. On ne peut pas rentrer à l'université après avoir maîtrisé plus ou moins la langue française. Donc, les efforts des associations dans ce domaine, aussi les efforts des États, malgré qu'il est fragile, il a attribué que les gens puissent rentrer à l'université. Il y a beaucoup de jeunes, parce qu'il faut considérer que l'âge moyen des réfugiés en France, c'est moins de 30 ans. Hein. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à travailler. Et les Syriens, dans leur nature, ils n'aiment pas rester sans travail. Donc, il y a beaucoup, je n'ai pas de statistiques exactes, mais beaucoup de Syriens qui ont commencé à travailler. Beaucoup de Syriens. Et ils acceptent n'importe quel travail aussi. Parfois, ils ont des métiers initiaux, ils acceptent n'importe quel travail. Ils travaillent dans le restaurant, ils travaillent dans l'agriculture, ils travaillent dans le transport, ils travaillent où ce qui est possible de trouver un travail dans les conditions. Il y a un vrai désir d'intégration. Ah oui, c'est un peu intégration pour vivre autrement.
Vous appelez ça comme vous voulez, l'intégration, c'est un mot un petit peu, j'ai des réserves sur la définition de ce mot, mais je peux dire que globalement, si je prends X de gens, elle est mieux qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc elle est mieux économiquement, elle est mieux psychologiquement. Et aussi, l'école, elle joue un rôle considérable. Ça, la France, c'est l'école. L'école. Donc, tous les enfants syriens ils rentrent à l'école. Ils sont bien à l'école. Ils apprennent pas seulement la langue française, aussi ils apprennent des valeurs à partir de l'école, l'école de la République. Elle a toujours en France, elle a joué un rôle considérable dans notre citoyenneté. Aussi, ça applique ça sur les réfugiés. Est-ce que ces familles, elles gardent au fond d'elles l'espoir de retourner en Syrie, ou pour beaucoup, dans la mesure où Bachar est toujours au pouvoir, il y a peu d'espérance à avoir? La plupart de ces réfugiés, ils ont des enfants. Ils ont des enfants, des enfants à l'âge de quelques mois jusqu'à 16 ans ou 17 ans. Et les Syriens, ils font beaucoup des enfants. Ça, c'est une réalité. Les moyens, chaque famille qui est venue en France, ils ont au moyen 2 enfants. Donc, penser aux enfants, c'est un facteur important dans le comportement des Syriens, dans la pensée des Syriens. Le facteur, la question qu'ils se posent, ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils vont devenir nos enfants si on retourne? Dans quelles conditions on va retourner? Et quelle école ils vont rentrer? Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas pour construire leur avenir? Donc ça, c'est une question. Les enfants dans une famille syrienne, l'avenir des enfants, la situation des enfants, elle joue un rôle considérable dans le choix de la famille. S'ils avaient toujours des choix. Le deuxième facteur, c'est le facteur psychologique. La peur, elle n'a pas fini, elle n'est pas maîtrisée. La peur du régime, la peur, les mémoires, le souvenir, ce qui s'est passé, les destructions massives, les villes et des gens, et des enfants et des vieillards, elle est toujours dans leur esprit. Donc ils ne sont pas débarrassés de ça. Est-ce qu'ils posent la question, est-ce qu'on peut oublier ça? Et si on oublie en espérant autre chose. Et si on voit la réalité, la Syrie n'a pas changé. Le dictateur, il est toujours là. Les dictateurs, comment ils traitent les réfugiés, comment ils traitaient les gens qu'ils étaient obligés de quitter leur maison, l'appartenance politique ou psychologique de ces gens vis-à-vis du régime, la plupart des Syriens, ils haïssent ce régime. S'ils vont accepter, ça veut dire qu'ils vont accepter par nécessité, par quelque chose comme ça. Donc le problème, il est complexe dans le choix des Syriens. Moi, on a essayé de faire une statistique il y a 1 an, pour être honnête, dans des conditions comme ça. 95% des familles étaient demandées, est-ce que vous retournez, sans savoir pourquoi elles ne retournent pas, ou pourquoi elles ne vont pas retourner. 95% des Syriens, ils ont dit non, on ne retourne pas. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas du tout remis du traumatisme de la guerre, de ce qu'ils ont vécu. Pour certains, ils ont traversé la Méditerranée peut-être dans des conditions épouvantables. Pour d'autres, ils sont passés par la Turquie. Mais je pense qu'il y a eu des blessés à la guerre aussi. Je ne sais pas s'il y en a dans l'association. Donc, globalement, pour eux, c'est retourner en enfer que de retourner en Syrie. Oui, mais on essaie, si vous voulez, de voir la perspective pour donner une réponse un petit peu, n'est pas de plus près de la réalité, sans apporter un préjugement sur le comportement des gens dans un avenir proche ou lointain. La plupart des gens, ils ont subi, et ils continuent à subir ce traumatisme, parce que ce traumatisme, c'est un traumatisme très profond, c'est pas un accident de voiture, c'est un parcours, ce régime, ça fait plus que 40 ans, un demi-siècle, qui domine le comportement des gens, qui écrase ces gens, qui l'écrase dans leur âme, dans leur orientation, dans leurs ressources humanitaires, dans
Ça veut dire l'individu syrien, il n'est pas sorti de l'auberge, hein, il n'est pas sorti de l'auberge. Donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de facteurs qui déterminent son comportement ou sa réponse à ce qu'il retourne ou ne retourne pas. Je peux dire la plupart des gens, jusqu'à maintenant, sans dire combien de ces gens, la plupart, ils veulent dire non, on ne retourne pas. Est-ce que vous avez des contacts avec la Syrie et est-ce que, objectivement, vous sentez que d'autres réfugiés vont venir, compte tenu des conditions de vie en Syrie et du danger même de rester dans ce pays? Non, il y a quelques dizaines ou centaines de personnes qui sont retournées en Syrie. Après que pratiquement il y a la accalmie actuelle. Mais ces gens, ils étaient maltraités par le régime. Donc il a stoppé un petit peu parce que de bouche à l'oreille, les communications, si vous voulez, il a montré aux gens, attention, vous ne venez pas. Et vous ne venez pas parce que vous allez subir autre chose, peut-être pas être tué tout de suite, mais vous risquez parfois de prison. Les gens qui sont au départ fichés par le régime, qui sont contre le régime, ils ne vont pas retourner. Alors, le sens de ma question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, la population syrienne veut fuir le pays, mais ne le peut pas? Je ne peux pas vous répondre exactement sur la région parce que la Syrie actuellement, il n'y a pas une unité nationale. Chaque région elle a ses caractères. Moi, je peux dire le contraire. Les gens qui sont restés en Syrie, ils étaient obligés de rester. Oui. Hein? Donc, s'ils avaient le choix vraiment réel de pouvoir quitter, ils ont quitté la Syrie. Mais aussi le régime, la politique de régime, ça veut dire on tape à gauche, parfois on tape à droite, on tape devant derrière, ça dépend. On essaye de satisfaire certains secteurs de population. Économiquement, on donne du sucre, de l'huile, on donne donc on essaye mais ça, pour les gens qui réclament leur adhésion, ou au moins qu'ils ont une situation non opposée au régime et le mécanisme de ce régime. Donc on peut dire que les gens, ils sont partis parce qu'ils étaient obligés de partir, et les autres, ils n'avaient pas les moyens de partir. Pas les moyens, mais pas les moyens financiers non plus, parce que ça coûtait. Mais aussi, quelqu'un qui a beaucoup de biens en Syrie, je ne sais pas s'il va laisser ses biens facilement. Il accepte d'être esclave du régime pour garder ses biens, plutôt de sacrifier ses biens pour partir, ou pour opposer au régime. Il y a parfois des filtrages, ce qu'on dit, des filtrages parfois sociaux, de ce truc, les riches, est-ce qu'ils vont être contre le régime, le commerçant, qu'ils gardent, ou ils vivent par un mécanisme qu'ils ont besoin pour continuer à exploiter leur peuple, ils ont besoin que le régime soit d'accord avec eux, ou ils sont d'accord avec le régime. Donc il y a un mécanisme de profit aussi chez l'individu, comme tout individu, qui peut jouer un rôle d'une façon ou d'autre. Comment vous vous sentez tous en France? Est-ce que vous vous sentez bien malgré tout à vivre en France? Bien. Bien. كيف وضعكم هلا؟ كيف تشعروا هلا؟ حاليا بحس انه كل شيء مستقر، يعني عم حاول اني يكون احسن واحسن، عم حاول اتعلم اللغة ولحتى ابني حياتي يعني من اول جديد، لانه مثل ما بتعرفوا انه مو سهل كتير انه مثل قبل ابنيها او هيك.
عم حاول إني أتعلم أطوي الصفحة القديمة وأفتح صفحات جديدة بحياتي. Essaye de vivre ici, elle essaye de surmonter les problèmes, les obstacles. C'est difficile à tourner la page, mais il essaye quand même. La voix de Chérine conclut ces échanges. Chérine a 17 ans et tente d'oublier la Syrie pour commencer une nouvelle vie en France, tout comme la dizaine de personnes qui suit les cours de français de Maher. Cela fait 7 mois que Chérine est en France. Et depuis 7 mois, nous raconte sa maman, Chérine pleure tous les jours pour avoir quitté son pays et ne voir aucune opportunité d'intégration dans la société française. En effet, depuis 7 mois, Chérine n'a toujours pas été scolarisée et apprend le français uniquement grâce aux bénévoles de l'association Syrie Démocratie 33. Depuis notre rencontre, Chérine a enfin pu aller dans une classe d'accueil et l'avenir semble désormais s'ouvrir pour elle.